et faire notre petite prière en évoquant notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et tous ces bons esprits, ces guides spirituels qui nous envoient en permanence pour nous assister, pour nous aider à accomplir les missions que nous nous sommes proposées dans cette vie, à surmonter les difficultés naturelles, à pouvoir savoir rester serein dans les moments de crise actuels qui signalent cette transition. Et nous les remercions justement de pouvoir être réunis ce matin ensemble pour pouvoir étudier un nouvel aspect de ces lois morales, ces lois qui gouvernent le monde matériel et le monde spirituel, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, afin que nous puissions apporter notre petite pierre à cet édifice de l'évolution du monde. Voilà. Donc, vous devez voir normalement mon écran. Donc, il y a le programme qui vous montre donc le 25. On a vu, depuis la rentrée, on a vu la loi du progrès, on a vu la loi de société, on a vu la loi du travail. Aujourd'hui, on va voir la loi de destruction. C'est une loi qui est un petit peu plus paradoxale a priori, hein, et donc qu'on va essayer de comprendre, notamment la destruction nécessaire et la destruction abusive. Hein. Et la loi, la semaine prochaine, donc on verra la loi inverse, hein, qui est la loi de conservation. Hein. Et ensuite, il y aura la loi d'égalité, la loi de reproduction, la loi de justice, d'amour et de charité. Voilà, donc ça complétera les 11 lois naturelles selon la classification qui a été faite par Alain Kardec. Hein. Donc, la loi de destruction, donc nous y voilà. On observe la destruction dans la nature. Hein. Donc, le but, c'est quelle est la finalité de cette destruction qu'on observe dans la nature. Hein. Ben, tout ce qui est vivant meurt au bout d'un certain temps. Hein. Entre autres, on voit des étoiles qui s'éteignent, on voit plein de choses. Donc, c'est pour essayer de comprendre pourquoi cette destruction. On va montrer aussi la différence entre la destruction nécessaire et la destruction abusive, hein, parce que qu'un animal meurt de vieillesse, c'est une chose, mais qu'un animal meurt de mauvais traitements, c'est autre chose, hein, par exemple. On va indiquer aussi les fléaux destructeurs qui arrivent de temps en temps, hein, et analyser leurs conséquences morales, c'est-à-dire à quoi servent ces fléaux destructeurs, à quoi ça peut servir un tremblement de terre qui tue comme certains, des centaines de milliers de personnes. Donc, on verra aussi quelle est la justification de ce genre de fléau. Et on verra aussi donc les fléaux destructeurs créés par l'homme, dont on a un exemple en ce moment pas loin de chez nous, en Ukraine. Voilà. Alors, pour commencer, c'est donc la question 728 du livre des esprits, où les esprits répondent que pour se nourrir, hein, les êtres vivants se détruisent entre eux, et cela dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive et d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure. Mais ce n'est toujours que cette enveloppe qui est détruite, et cette enveloppe n'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant. La partie essentielle, c'est le principe intelligent qui est indestructible et qui s'élabore dans les différentes métamorphoses qu'il subit. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette réponse, hein, on voit qu'elle est assez complète. Hein. Les êtres vivants se détruisent entre eux pour se nourrir déjà. Hein, la chair s'alimente de la chair. Voilà, on le voit au niveau des animaux, on le voit au niveau des humains aussi. Hein. Donc, c'est pour s'alimenter. Alors, même quand on est végétarien, hein, ce qui est tout à fait louable et encourageable même, hein, par rapport à l'alimentation
animal, hein, carnivore, on détruit quand même des organismes vivants qui sont les plantes, les salades, les légumes, les fruits, etc. Hein, on les ingère, hein, même si c'est un degré inférieur à celui de tuer un bœuf pour manger de la viande. Hein. Donc ça, c'est une chose. Mais donc, il dit, dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive. Alors, cet équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive, on trouve ça dans les... alors, comment on appelle ça déjà? Les équilibres qu'on trouve... il y a un mot qui m'échappe là. Dans la nature, hein, il y a un mot pour ça. Hein. S'il n'y avait pas de certains animaux, s'il n'y avait pas de prédateurs, ils se développeraient de façon très, très intense. Et donc, ce n'est pas les biotopes, c'est les... C'est la chaîne alimentaire, la sélection naturelle? Ouais, non, l'équilibre écologique d'un lieu, par exemple. L'écosystème? Voilà, oui, voilà, je pense que c'est ça. Les écosystèmes font que il y a un équilibre qui s'installe. Hein. Et quand l'homme intervient, quelquefois, sans faire attention, il rompt cet équilibre. Je vais prendre un exemple qu'on comprend assez bien. Les oiseaux sont nécessaires pour réduire les insectes, notamment les moustiques. On est bien d'accord. Hein. Si maintenant, on voit par exemple les chats, beaucoup de gens ont des chats domestiques qui bien sûr sortent. Et puis, on a observé une réduction assez forte du nombre d'oiseaux. Et une des causes, du moins dans les zones habitées, c'est la présence de chats, parce que les chats, ils montent sur les arbres et puis ils vont chasser les oiseaux, détruire les nids, etc. Hein. Donc, à partir de là, du coup, il y a moins d'oiseaux, donc il y a plus d'insectes. Hein. Vous voyez, ce sont ces différents équilibres donc, qui sont bien, qui sont connus et étudiés par tous ceux qui travaillent dans la biologie, hein, dans le vivant. Et donc, ça existe partout dans les océans au niveau de la pêche, dans les forêts au niveau des animaux. Hein. Ils ont réintroduit le loup dans le Jura, ils ont réintroduit le lynx dans les Vosges. Tout ça pour justement contrôler, maintenir ces équilibres. Hein. Alors, on pourra dire aussi qu'il y a des chasseurs hein, qui sont là pour ça, mais bon, pour les quelques chasseurs que je connais, il y en a quelques-uns qui effectivement ont une formation qui est assez poussée dans ce domaine-là, mais beaucoup d'autres pas du tout, quoi. Donc, c'est pas forcément toujours les chasseurs qui vont arriver à maintenir cet équilibre. Voilà. Donc, la nature, elle a fait les choses ainsi, hein, et donc c'est ça qui fait que partout, on voit cet équilibre au niveau de la reproduction des différentes espèces qui évite qu'une espèce devienne dominante et supprime toutes les autres. Même si aujourd'hui, on voit que par l'action de l'humain, j'ai vu des chiffres qui sont assez effrayants, hein, que la moitié, voire même les 2 tiers des espèces pourraient disparaître dans un horizon de quelques décennies. Hein. À cause de l'anthropocène, hein, donc c'est l'action de l'homme sur la nature qui devient plus que significative compte tenu des ressources limitées de la Terre, hein, de notre planète. Alors ça, c'est donc le premier but. Et le deuxième but, c'est d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure. Alors effectivement, quand on mange du bœuf, on ne mange pas l'esprit du bœuf, on mange le corps du bœuf. On est bien d'accord. Donc, c'est ça qu'ils disent, manger les débris de l'enveloppe extérieure. Et il y a une petite anecdote que je cite souvent par rapport à ça, c'est que pendant longtemps, il était d'usage de manger, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, de manger du cheval, hein, du steak de cheval.
et notamment dans les grandes villes. Alors pourquoi est-ce qu'à Paris, on mangeait du cheval? Eh ben, c'est tout simplement parce que le cheval était utilisé comme animal de trait, hein, et quand il était trop vieux, hein, qu'il ne pouvait plus tirer les, les diligences, les chariots et tout ça, eh ben, il profitait justement de la carcasse du cheval qui ne pouvait plus servir à sa fonction première. Et donc, pour ne pas la perdre, eh ben, les gens s'alimentaient à partir de ça. Donc, le fait de manger du cheval, en fait, ça vient de là. C'est un côté, entre guillemets, utilitariste, hein, de manger l'enveloppe extérieure, donc le corps du cheval, quand le cheval ne pouvait plus servir pour tirer les... Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est différent, hein. On élève des chevaux pour les tuer, pour les manger. Pareil pour les bœufs, hein. Donc, les vaches laitières font du lait jusqu'à ce que, pareil, elles soient trop vieilles. Enfin, aujourd'hui, on ne les laisse plus vieillir, hein. On les fait abattre pour en justement utiliser l'enveloppe extérieure avant qu'elle soit vieille. Donc, on voit que ce sont en fait ces anciennes pratiques qui, avec le temps, ont dérivé un peu, hein, pour la consommation animale excessive que l'on a aujourd'hui, hein. Donc, c'est là où vous voyez aussi les notions de destruction nécessaire et de destruction abusive, hein. Aujourd'hui, c'est sûr, les choses sont allées beaucoup trop loin, hein, et c'est les efforts qui sont faits pour le végétarianisme ou même le vegan sont tout à fait louables. Voilà. Mais bon, euh, c'est ce que disait Michel, hein, il ne faut pas être jusque-boutiste, hein. C'est l'Esquimau, par exemple, ceux qui habitent au Groenland, l'hiver, les salades ne poussent pas bien là-bas. Donc, il est bien obligé de se nourrir de poissons et de phoques, hein. Ou alors faire venir des bateaux frigorifiques, des trucs qui sont énergivores pour conserver les salades. Voyez. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de faire des efforts pour aller dans le sens végétarien, hein, puisque c'est une question de consommer moins d'eau, c'est plus durable pour la nature. Mais de là à dire qu'on pourra tout faire comme ça, bon, c'est pas toujours possible dans tous les cas et dans toutes les régions. Vincent? Juste une question par rapport, il parle de la partie essentielle, c'est le principe intelligent qui est indestructible. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ah ben, c'est l'esprit. Le père-esprit ou c'est Non, quoi l'esprit, oui, l'esprit avec son père-esprit. C'est-à-dire que quand l'animal meurt, ben, l'esprit et le père-esprit de l'animal, comme pour nous humains, se dégagent du corps. Il n'y a plus que la carcasse, il n'y a plus que le corps. D'accord? Et donc, ce corps, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut effectivement l'enterrer, le laisser pourrir, ou le brûler, l'incinérer, ou alors on peut eh ben, l'utiliser comme nourriture, hein. Donc, en fait, ce qu'on mange du bœuf, c'est pas l'esprit du bœuf, hein, c'est pas le bœuf, c'est le corps du bœuf. Alors, beaucoup de gens disent, ouais, ça, c'est les excuses que donnent les spirites pour continuer à rester carnivores. Bon, peut-être, hein, mais c'est quand même, ça correspond quand même à la réalité, hein. D'accord? Et donc, le corps, effectivement, c'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant, qui est le principe intelligent, indestructible, donc qui se réincarne. Et donc, c'est là où on voit aussi que qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la séparation de l'esprit du corps physique, hein. Le corps physique, on le laisse là parce que l'esprit n'en a plus besoin, hein. Et l'esprit, ensuite, lui, va se réincarner pour continuer son parcours évolutif. Donc, la nourriture animale, hein, que ce soit les animaux entre eux ou même la nourriture animale vis-à-vis des humains, suit ce principe-là, c'est-à-dire que on mange en fait la carcasse qui reste, hein. On ne mange pas l'esprit. L'esprit du bœuf, lui, ou de la vache, ou du cochon, va se réincarner et continuer son évolution. Voilà, c'est ça qu'il dit. Donc, ce principe, hein, les êtres vivants qui se détruisent entre eux pour se nourrir, il est dans la nature depuis toujours, hein. Ce n'est pas l'homme qui est venu introduire ou inventer ça, hein. L'homme, il est venu, comment dire, amplifier ce mouvement, c'est-à-dire
élever des veaux pour les tuer jeunes et puis les manger en tant que veaux. Dans la nourriture de veaux, quand on regarde l'impact écologique des différents plats, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est fortement à encourager. Quels sont les plats qui consomment le plus de ressources au niveau terrestre, notamment au niveau de l'eau? Eh ben, le veau, c'est un des plus, comment dire, un des moins durables. Voilà. Donc, même, c'est là où, avec la prise en compte, avec le temps, la prise de conscience, que, et de toute façon, on va être obligé d'y arriver, vu que les ressources de la Terre montrent qu'elles ont des limites, ben, on s'habituera à consommer des aliments qui sont de façon plus durable, des aliments qui sont moins gourmands en ressources de la Terre pour leur production. Voilà. Donc, vous voyez, le discours spirit, il est très ouvert. Végétarien, végétalien, vegan, c'est bien, mais c'est pas non plus complètement, c'est pas condamnable de manger de la viande. Tout est encore une fois dans des quantités raisonnables ou alors l'excès. Voilà. Donc ça, c'est la question 728, donc, qui nous montre une des nécessités de la loi de destruction, c'est donc la nourriture. Alors, la question suivante, 728, la destruction nécessaire se produit dans la nature selon la transformation biologique naturelle, le renouvellement et l'amélioration des espèces. Il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer, car ce que vous appelez destruction n'est qu'une transformation qui a pour but le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants. Donc, c'est là où ce principe est dit de façon très, très claire. On appelle destruction, la mort, on appelle destruction, on fait des têtes d'enterrement, on se met en deuil et tout, alors que la mort, ce n'est qu'une transformation, la libération de l'esprit de son corps physique, qu'il a utilisé pendant une vie pour son évolution et dont il a maintenant plus besoin, et donc qui ira se réincarner dans un autre corps. Donc la mort, la destruction, c'est qu'une transformation. Même dans la chimie, rien ne se perd, rien ne se crée. Toutes les réactions chimiques, il y a la loi de conservation de la matière qui fait que qui nous montre très bien aussi que la destruction, c'est en fait qu'une transformation. Voilà, c'est pas une annihilation. D'accord? Donc, c'est effectivement dans la nature depuis toujours, même si donc l'intervention de l'être humain ou les déséquilibres dans les écosystèmes, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, peuvent parfois avoir des conséquences, parfois même irréversibles, avec la disparition d'un certain nombre d'espèces. Alors, la destruction abusive n'est pas dans la loi naturelle car elle met en danger la vie de la planète. Donc, c'est là maintenant, les esprits aussi viennent clairement parler des limites. Et donc, c'est encore la question suivante, 729, où ils disent « Toute destruction anticipée entrave le développement du principe intelligent. C'est pourquoi Dieu a donné à chaque être le besoin de vivre et de se reproduire. » Donc, destruction anticipée, qu'est-ce qu'on peut penser? Alors, la première pensée qui vient à l'esprit, c'est l'euthanasie ou le suicide. Ce sont des formes de destruction anticipée. Donc, quelles sont les conséquences de ces destructions anticipées? C'est ça entrave, ça bloque, ça freine le développement de l'esprit, du principe intelligent. Voilà. Et donc, on peut après extrapoler ça plus loin, créer des animaux, par exemple des veaux pour les tuer encore jeunes pour s'en alimenter. Vous voyez, même d'un point de vue spirituel, c'est un peu discutable. Alors maintenant, est-ce qu'il faut laisser les animaux mourir de vieux avant de les consommer? C'est peut-être là encore l'autre extrême qui n'est pas forcément nécessaire non plus. Et au niveau des animaux, le principe intelligent existe, il évolue, comme pour les êtres humains. Les animaux ont un esprit.
Mais, comme on le sait, la différence une des différences entre l'esprit animal et l'esprit humain, c'est que l'animal, ben, il suit son instinct, il n'a pas de libre arbitre, alors que l'être humain, il a son libre arbitre. Donc, l'esprit animal évolue par le simple fait des réincarnations. Voilà. C'est pourquoi Dieu a donné à chaque être le besoin de vivre et de se reproduire, le besoin de vivre par la nourriture, comme on l'a vu dans la question précédente, et de se reproduire, ben ça c'est la loi de conservation qu'on verra la semaine prochaine, la loi de reproduction. Voilà. Ensuite, on passe donc au troisième point, qui sont les fléaux destructeurs. Donc, il y en a deux. Il y en a qui sont naturels et d'autres provoqués par l'homme. Parmi les fléaux destructeurs naturels et indépendants de l'homme, donc il faut ranger en première ligne. Alors, à l'époque, évidemment, il parlait de la peste. La peste, aujourd'hui, n'existe pratiquement plus, du moins dans les pays où l'hygiène a été développée. La famine. Alors, est-ce que la famine est indépendante de l'homme? Là aussi, vous voyez, ce sont des exemples qui datent d'il y a 150 ans. C'est sûr que quand il y avait des aléas climatiques et puis que les récoltes de céréales ou de pommes de terre ou autres par des parasites étaient perturbées dans un pays, on ne pouvait pas, comme on le fait aujourd'hui, faire venir d'un autre pays qui n'a pas subi les mêmes destructeurs. C'est-à-dire que la production d'un pays compense le déficit de celle de l'autre. Et donc souvent, dans les campagnes, quand il n'y avait pas de blé ou de fruits ou autre, il y avait la famine, c'est-à-dire que les gens ne trouvaient pas assez à manger. Donc, c'est pour ça qu'il les classe là dans les fléaux naturels et indépendants de l'homme. Effectivement, bon, le fait qu'il y ait une grêle qui détruise des fruits ou des choses comme ça, ou la sécheresse ou le gel ou autre, ce fait-là n'est pas, il ne dépend pas de l'homme. Ce sont quoique, là aussi, on peut discuter. Le réchauffement climatique, c'est aussi la conséquence de l'action de l'homme. Vous voyez comme les choses changent avec le temps. Et d'un autre côté, l'homme aujourd'hui il a appris à se préserver, il a appris à conserver des aliments, il a appris, les échanges commerciaux se sont développés même entre les continents. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui ont été développées dans l'intervalle des 650 ans pour faire de sorte que la famine, théoriquement, n'existe plus. Même si vous avez quand même encore, je crois que c'est 700 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Donc, le fait que ces 700 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim, ça, par contre, c'est bien de la responsabilité de l'homme. Parce que, comme disait Léon Denis, si on consacrait que 10% de tout ce qui est dépensé pour la guerre et la destruction abusive, il y aurait largement de quoi alimenter toutes ces personnes, si tant est que les aides alimentaires ou autres ne soient pas détournées par les régimes corrompus qui souvent dirigent ces pays-là. Donc, vous voyez, partout, on voit quelque part la responsabilité de l'homme qui est là. Les inondations, bon, elles ont toujours existé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, aussi par l'intervention de l'homme. C'est le fait qu'il y ait plus de toutes ces tempêtes qu'on voit là, vous voyez, les ouragans qui montent jusqu'au Canada, jusqu'à Terre-Neuve. Bon, il paraît que ça s'est toujours produit, mais au point où on a vu cette semaine, non, c'est vraiment des événements qui dépassent, qui sont au-delà de ce qui était observé historiquement. Et là aussi, donc, on voit une conséquence du réchauffement climatique où l'homme a sa part. Le réchauffement climatique a des causes naturelles, les cycles solaires, géométriques au niveau des trajectoires des planètes et tout ça. Mais il y a aussi l'effet du CO2 qui aujourd'hui est indiscutable. C'est prouvé scientifiquement par A plus B par toutes les théories. Je pense que il n'y a plus personne de sensé qui ose nier que l'influence de l'homme que l'action de l'homme a une influence sur le climat. Donc, même ces inondations, vous voyez, qui étaient indépendantes de l'homme il y a encore 150 ans, aujourd'hui, ce sont déjà des conséquences des actions de l'homme.
Les intempéries fatales aux productions de la terre. Voilà, ben, c'est soit les sécheresses, soit les inondations qui détruisent les récoltes, etc. Voilà. Mais bon, alors, ceux qui sont naturels et indépendants de l'homme, on peut citer par exemple des tremblements de terre, hein, ou l'éruption d'un volcan. Donc, ces fléaux-là sont, par contre, bon, pas imprévisibles, parce que là aussi, l'homme sait où ils ont une probabilité de se produire, donc dans les régions sismiques, les volcans qui sont actifs et tout ça. Et donc, il sait aussi prévenir. Hein. Vous voyez, au Japon, vous avez des tremblements de terre de 6 ou 7 sur l'échelle de Richter. Bon, il y a pratiquement aucun dégât. Pourquoi? Parce que les constructions sont sismiques. Hein. Alors que vous avez d'autres régions où c'est encore des constructions de pierre, etc., avec des tremblements de terre beaucoup plus faibles qui créent des catastrophes avec beaucoup de personnes qui meurent. Donc, même pour certains des fléaux destructeurs naturels et indépendants de l'homme, l'action de l'homme peut aussi prévenir et faire de sorte que lorsqu'ils se produisent, les dégâts soient minimisés. Fabrice? Oui, et dans quelle classe on pourrait mettre alors le Covid-19 alors? Alors, le Covid, moi, je le mettrais un peu dans la classe de la peste. Oui, c'est ce qui correspondrait à la peste il y a, Voilà. il y a plusieurs siècles, quoi. C'est un peu un fléau, ce serait le fléau qui serait un peu le pendant de la peste. Alors, on ne sait pas d'où il vient. Moderne, quoi. On ne sait pas d'où il vient. Si le Covid venait je dirais, d'une source, entre guillemets, naturelle, là, ce serait le cas. Maintenant, si le Covid vient d'une manipulation de laboratoire ou d'une fuite ou quelque chose comme ça, déjà, il y a le coup de patte de l'homme dedans, tu vois. Et c'est vrai que plus on avance maintenant, plus on voit qu'il y a toujours quelque part l'action de l'homme qui est impliquée dans ces choses-là, hein. Soit dans leur production, par le réchauffement climatique par exemple, ou les manipulations avec des fuites ou autres. Hein. Je ne veux pas dire on ne sait pas finalement, on ne sait toujours pas d'où le Covid est venu. Hein. Chacun y va un peu selon ses opinions. Et même dans les cas de tremblement de terre, par exemple, hein, si l'homme ne peut pas les éviter, il peut du moins réduire les effets. Hein. Donc, partout, en fait, dans tous les fléaux, le fait que l'homme ait reçu cette intelligence, c'est justement un des buts de l'intelligence, c'est d'améliorer les conditions du milieu où il vit. Oui, on pourrait voir ça un petit peu comme comment dirais-je, un problème qui nous permettrait justement de trouver des solutions, de faire des progrès en matière dans le domaine de la recherche médicale ou est-ce que c'est pas justement un booster pour nous pousser dans la recherche? Je sais pas, on peut. Oui, alors effectivement. Donc, la loi de destruction, c'est aussi ça. C'est quand il y a des événements comme ça qui se produisent, le but, c'est justement d'accélérer l'évolution, hein, d'accélérer les recherches, d'accélérer les mesures curatives et préventives pour pouvoir se préserver autant que faire se peut. C'est aussi donc la prise de conscience de la limite des ressources de la planète et donc utiliser l'intelligence pour avoir des comportements plus durables, hein, qui permettent, durables, ça veut dire qui assurent que, parce que si aujourd'hui, c'est sûr, si on ne fait rien, à la fin du siècle, il y a beaucoup de régions qui seront plus vivables, hein, clairement. Hein, des endroits où il fera trop chaud, où l'air humain ne survit plus. Hein, au-delà de 30 degrés de bulbe humide, donc en fonction de chaud et humide, par exemple, l'être humain ne survit plus. Hein, la température du corps monte et donc l'être humain finit par mourir. Et donc, pareil, on dit oui, mais donc il faut se protéger. Bon, on peut se mettre à l'ombre, sûr, mais quand il y a 30 degrés à l'ombre, hein, on ne peut plus. Après, il faut être dans des lieux climatisés. Oui, mais la clim, ça coûte investissement, ça coûte de l'énergie, ça accélère encore plus le réchauffement climatique. On voit clairement qu'il y a des limites à tout ça. Hein. On ne peut pas non plus mettre les quelques milliards de personnes qui habitent dans ces zones, tous dans de l'air conditionné. Hein.
Voilà. Et donc, cette prise de conscience, c'est aussi un des exemples de l'accélération, donc le fait que ces événements nous poussent à évoluer. Et j'irais même à Vincent, je passe tout de suite la parole. Bonjour Philippe, aussi. Ce que je dirais, moi, c'est que ce réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va même pousser à une évolution qui sera un peu différente. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde, il est essentiellement matérialiste. On consomme, il faut augmenter, il faut les taux d'intérêt, les prêts, l'argent. Quand on regarde les gens qui sont dans la rue, qui réclament, je ne peux plus prendre ma voiture pour faire 200 km par jour pour aller travailler, l'essence est trop chère. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir réfléchir. On comprend les situations individuelles, les problèmes que ça pose, et tout ça. Mais après, il faut réfléchir. Pourquoi on travaille à 200 km? Ah oui, parce qu'on gagne un peu plus. Ah oui, mais bon, dans ce cas-là, il faut compter l'impact écologique sur l'environnement, le prix de l'essence et tout. Et donc après, se dire, ben, il vaut peut-être mieux que je travaille moins loin, avec un salaire moindre, plutôt que de travailler à 100 km en ayant besoin de faire ces 100 km de matin et soir. Donc, il y a tout un tas de questions comme ça qui devront se poser, déjà d'un point de vue matériel pur, mais ensuite, je pense que le plus grand effet qu'il va y avoir, c'est comment voulez-vous que les gens sortent du matérialisme aujourd'hui? Comment voulez-vous que les gens relativisent un peu plus l'argent, se mettent à consommer un peu moins? Le meilleur moyen, c'est encore la rarification de la matière, la rarification des ressources de la planète. Tous ces modèles économiques qu'on a et qu'on suit aujourd'hui sont basés sur le fait que les ressources de la nature sont gratuites et illimitées. Aujourd'hui, on voit très bien qu'elles ne sont pas illimitées. Le lithium, là, une fois qu'on aura terminé avec cette mer de sel de Bolivie et puis les 2-3 autres gisements qu'il y a dans le monde pour faire des batteries et tout, comment on fera? Il faudra trouver d'autres systèmes de batteries. Le gaz, le pétrole, on est déjà en train de passer les pics, c'est-à-dire on a bouffé plus de la moitié et aujourd'hui, il y en a déjà de moins en moins. Donc forcément, les prix vont monter. Donc, pour nous forcer, entre guillemets, par la force des choses, à sortir un peu de ce matérialisme, de ce consumérisme et nous aider à faire rentrer plus dans la spiritualité, il n'y a pas mieux comme moyen que ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, c'est là où on voit que cette loi de destruction, bon, il y en a eu, on en a profité un maximum pendant quelques décennies. Beaucoup de gens disent, oui, mais nos enfants, ils n'auront pas le même monde. Il ne faut pas oublier que les enfants de nos enfants, ça peut être nous. C'est nous qui allons revenir et subir les conséquences de ce qu'on aura planté aujourd'hui. Vincent? J'avais juste une question par rapport aux destructions qui ne sont pas forcément choisies, par exemple les cancers de l'amiante, les maladies comme l'Alzheimer, les maladies comme l'Alzheimer, les crises cardiaques, toutes les maladies qu'on connaît à l'heure actuelle et qui sont pas forcément des choses choisies. Alors, dans quelle mesure elles sont choisies, dans quelle mesure elles sont conscientes, quoi. Voilà, et après, si on prenons le cas des crises cardiaques, on sait qu'il y a des facteurs qui prédisposent. Par exemple, le surpoids, ce genre. On connaît très bien certains facteurs qui augmentent le risque d'avoir une crise cardiaque. Alors, il y a des gens qui, en étant tout à fait sobres, auront une crise cardiaque. Bon, comme je dis, faut bien qu'un jour on arrive à se libérer de notre corps physique. Il faut bien qu'on meure de quelque chose, comme on dit. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est une cause naturelle qui avait certes probablement été programmée comme ça au moment de la naissance. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a des facteurs. Celui qui mange trop, il y sera quand même pour quelque chose s'il meurt de diabète ou s'il meurt d'une crise cardiaque. D'accord? Pour les cancers, alors les cancers, c'est un petit peu plus difficile parce que bon, il y a des cancers dont on connaît mal l'origine. Il y en a d'autres dont on connaît mieux l'origine. Donc, par exemple, le cancer du fumeur, aujourd'hui, c'est bien établi, on connaît très bien l'origine.
hein. Et donc, c'est même écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes. Donc, ceux qui, malgré tout, continuent à fumer et qui après attrapent un cancer de la gorge ou des poumons, ils auront aussi une part de responsabilité, forcément, hein. Après, vous avez des gens qui n'ont jamais fumé, qui même sans tabagisme passif, qui attrapent un cancer comme ça. Donc là, l'origine, elle n'est pas dans cette vie, hein. Ça peut être un choix qui a été fait par l'esprit de dire, ben voilà, moi je vais me désincarner comme ça, avant de se réincarner, ou ça peut aussi être une conséquence d'une vie passée, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence du docteur Paolo Fructuoso qu'on a sur notre chaîne YouTube, là. Lui, son esprit guide, il disait, voit une tumeur cancéreuse comme un aspirateur des impuretés de l'âme, du Père-Esprit. Donc, c'est là où on voit que la cause de beaucoup de cancers, c'est comment dire, les problèmes qu'on a au niveau de notre Père-Esprit, qui eux-mêmes viennent comment dire, de défauts qu'on a encore dans notre esprit. Donc, le fait ces cancers-là ont quelque part une vertu curative, pas sur le corps évidemment, mais sur l'esprit et son Père-Esprit. D'accord? Après, il y a la troisième catégorie des cancers, comme le cancer de l'amiante. Donc, c'est un petit peu comme le cancer du fumeur, hein. Pendant longtemps, on avait de l'amiante partout, on ne se rendait pas compte. Bon, il y a des gens qui ont commencé à mourir d'un cancer de façon répétitive, de la même façon. Donc, c'est là où les analyses ont montré que l'amiante était cancérigène, d'accord? Donc, c'est ces cancers-là qui ont fait que la science évolue, se développe et trouve la cause, qui est l'amiante, et pour en arriver à une élimination progressive, totale aujourd'hui presque, hein, de l'amiante partout. Théoriquement, on n'utilise plus d'amiante nulle part. Il est interdit partout justement pour éviter ces cancers. Donc, ça fait partie là aussi de l'apprentissage de l'homme, hein, de l'être humain, de trouver quels sont les matériaux qui sont inoffensifs et quels sont ceux qui sont nocifs, et donc éviter donc les matériaux nocifs pour éviter les maladies qui en découlent. Ça fait aussi partie du processus d'évolution. Donc, celui qui travaillait il y a 30 ans ou 40 ou 50 ans maintenant, ça commence à faire un moment qu'on connaît l'amiante, dans une usine de fibrociment ou quelque chose comme ça, c'est vrai que lui, bon, sa responsabilité est limitée, puisqu'à l'époque, on ne le savait pas, hein. Le fumeur qui mourait il y a 50 ans du tabac, pareil, il ne le savait pas. Donc, le degré de responsabilité de l'être humain est toujours fonction de la connaissance qu'il a de la nocivité des choses et du fait que, malgré cette connaissance, il continue à faire ce qu'il sait qui n'est pas bon pour lui. Donc là, forcément, avec des attitudes comme ça, en connaissance de cause, la responsabilité augmente. Ça me rappelle dans nos solars, on l'accuse de s'être suicidé, Oui, alors que lui il n'accepte pas. Comment oui. C'est ça. et en fait, je pense qu'il était alcoolique, quoi, Oui, oui. Il est mort de cirrhose, hein, si je me de rappelle bien. cirrhose alcoolique, quoi, c'est ça. Ouais, Oui, ouais. voilà. Alcoolique, et puis on voit des images où il était dans des clubs avec des prostituées, ou même de syphilis, je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, Tabac aussi, hein. Il fumait et le aussi. tabac, il fumait, voilà. Donc, et en plus, donc, lui, il était médecin, hein. En Donc, c'est plus, vrai que c'était il y a un siècle ou plus, mais en étant médecin, il savait, il connaissait, hein. C'est pour ça que il avait été considéré comme suicidaire, voire même quand il était malade, il aurait peut-être pu se soigner, il ne s'est pas soigné. Et c'est le fait qu'il était médecin, donc il avait une connaissance de toutes ces choses-là, qui a donc fait que son degré de responsabilité s'est élevé et qu'il est resté dans le seuil pendant toutes ces années. Mais là aussi, lui, ça l'a fait apprendre, hein, puisque après, à l'état d'esprit, il s'est mis à écrire des livres, par exemple, hein, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on évolue. En fait, la loi de destruction, le fait de détruire et de se renouveler, c'est un des plus puissants facteurs de l'évolution. On l'a vu aussi dans les tremblements de terre et la prévention.
le Covid avec les traitements, les vaccins qui sont quand même venus, qui se sont améliorés, aussi le fait de se prévenir pour pas. Voilà, donc toutes les destructions, quelles qu'elles soient, apportent ces occasions d'évoluer. Et donc, comment dire, ça vient un peu plus bas, là, je voulais le dire, mais je vais m'abstenir de le dire parce que ça va venir dans la question suivante. Donc, la question 742, pardon, où il dit quelles sont les causes des fléaux destructeurs provoqués par l'homme, hein. Donc, les esprits disent que ces fléaux provoqués par l'homme révèlent la prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle et l'assouvissement des passions. Voilà. Dans l'état de barbarie, les peuples ne connaissent que le droit du plus fort. C'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal. À mesure que l'homme progresse, elle devient moins fréquente parce qu'il en évite les causes. Et quand elle est nécessaire, il sait y allier l'humanité. Donc là, vous voyez, on parle de la guerre, hein. La guerre, typiquement, c'est un exemple de fléau destructeur provoqué par l'homme et donc qui est abusif, hein. Bon, on en voit malheureusement encore. Quelles sont les causes de cette guerre qu'on voit aujourd'hui en Ukraine? Bon, on pourrait, il y a plusieurs causes, évidemment. Ce sont des frères, hein. Il y a beaucoup de Russes ukrainiens, des familles russo-ukrainiennes. Ils faisaient partie de l'URSS pendant des décennies et tout. Et puis maintenant, d'un coup, c'est presque une lutte fratricide, hein, qu'on voit, hein. Donc, quel est vraiment le but de ça? Est-ce que on n'est pas loin quand même de la prédominance de la nature animale? C'en est un qui dit le monde, il faut que ce soit un système communiste avec une dictature, etc. L'autre, il dit non, il faut être libre, il faut aller plutôt vers la démocratie. Donc, ce sont des vues différentes sur quel est le meilleur système du monde, hein. Donc, chacun cherche à imposer sa vue des choses, d'où cette guerre. Après, ça peut tout simplement être, tiens, l'Ukraine, il y a du blé, il y a des grains, il y a une production, je me mettrais bien ça sous mon contrôle pour pouvoir en profiter dans la corruption et tout. Donc là, on est en plein dans la nature animale, hein. Vous voyez, donc et puis donc la loi du plus fort en disant, voilà, avant que l'OTAN arrive, on va profiter que nous, on est plus fort qu'eux pour les envahir, hein. C'est vraiment, quelles que soient les causes qu'on peut chercher à trouver, on verra que dans ce conflit-là en particulier, et d'ailleurs dans la majorité des conflits qui existent dans le monde, on voit la prédominance de la nature animale, donc le matérialisme. La cause, c'est le matérialisme et le manque de spiritualisme. D'accord? Et surtout tous les, comment dirais-je, tous les défauts qui vont avec, l'orgueil, l'ambition démesurée, l'envie d'écraser son prochain, le pouvoir. Je veux dire, tout ça, ça relève pas forcément de l'animal, quoi. Parce que pour pouvoir, pour que tout ça existe, il faut quand même qu'il y ait un minimum de conscience, quoi. Voilà. Un animal n'est pas orgueilleux. C'est vrai. Alors, mais là, il faut comprendre, quand il parle de la nature animale, moi je dirais, il faut comprendre du matérialisme, hein. Puisque dit, c'est la prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle. D'accord, oui, c'est ce parallèle entre l'opposé du spiritualisme, c'est le matérialisme, hein. Donc, il faut le comprendre comme ça. L'assouvissement des passions, c'est encore une fois des passions les passions viennent effectivement de l'esprit, mais elles s'imposent au niveau de la matière, hein. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. À mesure que l'homme progresse, elle devient moins fréquente parce qu'il en évite les causes. Donc, je me répète un peu souvent, je suis né en 1960, donc 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, maintenant, j'ai 60 ans. Et puis, dans ces 60 dernières années, c'était vrai que c'était quand même beaucoup plus calme entre la France et l'Allemagne, par exemple, hein. Donc, effectivement, hein, la France et l'Allemagne, même l'Europe en général, on a quand même fait des choses pour éviter les causes des conflits et des guerres, hein. Donc, c'est comment dire, un exemple qu'il faudra suivre pour que, et encore, malgré ça, en Europe, il y a des tensions, hein. Vous voyez, certains pays avec qui ne sont peut-être pas des dictatures, hein, mais avec des régimes qui sont quand même assez autoritaires, qui
muselle la justice, hein, comme on a pu le voir en Pologne et puis en Hongrie ou dans d'autres pays. Des choses d'ailleurs qui nous pendonnaient à nous. Hein. Regardez ce qui se passe en Italie avec les élections. Je ne sais pas si on a déjà le résultat ou pas, je n'ai pas regardé. Mais, et même en France, hein, les extrémistes, si vous voulez, c'est là où on voit que dans la politique, vous avez des leaders politiques qui vont justement profiter, hein, même cultiver, stimuler, exciter l'égoïsme et l'orgueil qui est encore chez les gens. Hein, c'est ça qui est triste, hein, mais ça fonctionne. Et on n'est pas passé loin. Hein, ouais, chez nous, c'était les élections, les dernières élections. Alors évidemment, s'il y avait un autre parti spirituel et tout ça, mais bon, après, c'est au Brésil, par exemple, ben, ils votent le 1er octobre, je crois. Bon, je ne veux pas insister sur la politique, mais je ne suis pas sûr que ce soit de l'orgueil. Hein. C'est surtout du désespoir pour les classes ouvrières, hein, Alors, d'Europe. Hein. c'est vrai, il y a aussi ça, Ouais, il y a beaucoup de désespoir, hein, quand même. Mais le désespoir, il est transformé en disant, ben voilà, il faut déjà arrêter avec les immigrants, ben faut les laisser crever la faim dans leur pays, etc. Et quelque part, il y a quand même un peu une stimulation de l'égoïsme. Hein. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois franchement que les gens en ont ras-le-bol et que la politique est tellement verrouillée, il y a tellement peu d'espace d'expression. Et puis quand on met des gilets jaunes, on nous met en prison ou on nous matraque, on nous tire dessus à balles, avec des balles plastiques, on perd des membres, des yeux, des choses comme ça, l'expression n'est pas possible. Bon, moi, du point de vue politique, je suis à gauche, hein, comme vous l'avez compris, mais voilà, je ne suis pas sûr que la politique soit l'endroit de l'égoïsme, hein, pour les gens en tout cas. Enfin, il y a quand même des discours qui sont extrémistes et qui vont franchement dans un Oui, sens mais les gens égoïste. sont Hein. bons par nature, on peut partir sur ce point de vue. C'est vrai, ils sont bons par nature, mais si Voilà. on stimule dans ces personnes-là leur égoïsme avec un discours égoïste, il y en a qui, même en étant bons, ben, se laissent prendre au piège. Hein. Les égoïsmes, pas forcément, mais les peurs, sûrement, oui. Les peurs, voilà. Parce que la peur, c'est un des plus forts outils de la manipulation qui a été utilisé pendant des siècles, voire des millénaires par l'Église, hein, la fameuse peur de l'enfer, hein, pour justement ben, faire que les gens payent la dîme et se soumettent à l'influence des religions traditionnelles. Hein. Et ben, c'est une tactique qui fonctionne encore aujourd'hui. Et le seul moyen de sortir de ces situations-là, c'est ben, de développer l'éducation pour parce que en fait, la peur vient de ce qu'on ne connaît pas. Hein, l'être humain, il a peur avant tout de ce qu'il ne connaît pas. À partir du moment où il connaît, la peur peut continuer à exister dans les cas extrêmes, mais elle s'estompe. La manipulation devient beaucoup plus difficile lorsque les personnes développent leurs connaissances. Voilà. Enfin bon, là, on parlait de la guerre. En tout état de cause, la guerre, elle est condamnable, quelles que soient les situations, même si, ici, vous voyez à la fin, quand elle est nécessaire. Hein. Donc, je sais que le livre des esprits, il y a une question là dans les 742, 743, où les esprits disent parfois la guerre est nécessaire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui disent ah, ben, c'est des trucs du passé. Aujourd'hui, la guerre n'est plus nécessaire dans aucune des situations. Mais après, quand vous revenez en arrière, comment est-ce que en 1789, bon, il y a eu une révolution, il y a eu de la violence, il y a eu de la guerre. Comment est-ce qu'on aurait pu se sortir de régimes royalistes et donc cette domination de l'Église, les classes et tout ça, sans qu'il y ait une forme de rébellion. Hein. On parlait des gilets jaunes, donc heureusement, aujourd'hui, on est dans des situations beaucoup plus pacifiques, mais on voit beaucoup de situations dans lesquelles, ben, pour se faire entendre, ce n'est pas toujours facile et les gens sont parfois amenés à aller vers ce genre d'extrême. Et en fait, les esprits disent que la guerre est parfois nécessaire pour conquérir la liberté. Hein. Pour sortir d'une dictature, hein, souvent, ben, c'est rare que ça se fait
de façon pacifique. Si on prend encore l'exemple de la Russie, de l'URSS, hein, ça s'est fait de façon pacifique. Pourquoi? Par exemple, Gorbatchev, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas longtemps, avec la glasnost et puis donc sa politique qu'il avait menée à l'époque, avait fait que l'URSS avait rendu la liberté à toute une série de régions, dont l'Ukraine d'ailleurs, de façon pratiquement pacifique, avec très très peu de mouvements. Mais après, bon, quand vous regardez la situation en Russie aujourd'hui ou la situation dans d'autres pays avec des régimes de dictature comme l'Iran ou voilà, on pourra citer plein d'autres, difficilement ça se résoudra de façon uniquement et purement pacifique. Il faut l'espérer, hein, faut vraiment qu'on fasse des prières et des vibrations dans ce sens-là. Mais c'est quand même assez fortement probable qu'il y ait besoin momentanément du moins de guerre, entre guillemets, pour que les dictatures cessent et pour revenir, pour donner un peu plus de liberté au peuple. Voilà. Ça ne peut se résoudre que pacifiquement. Voilà, ça c'est l'idéal. Et effectivement, non, ce n'est pas l'idéal. On le voit bien dans tous les pays où il y a eu des dictatures, par exemple en Tunisie. Tous les systèmes de corruption étaient encore en place, ils sont revenus à un système de corruption. Donc, s'il n'y a pas une conscience collective, s'il n'y a pas une évolution collective, les systèmes de corruption étant en place, la corruption continue. C'est vrai. Et ça sera aussi le cas en URSS. Si les systèmes de corruption continuent, il n'y aura pas du jour au lendemain quelque chose de démocratique. C'est vrai. Et donc, l'homme, en fait, n'a que ce qu'il mérite. Hein. C'est que avec l'évolution, parce qu'une société représente les éléments qu'elle compose. Hein. Si les éléments qui composent la société ne sont pas bons, la société ne sera pas bonne. On aura beau faire des révolutions, des systèmes X, Y ou Z, on ne sortira pas du fait que les gens qui la composent ne sont pas bons. Donc, c'est que l'éducation de la population, des éléments qui composent la société, qui permettra de sortir durablement de ces situations. Reprenez le cas de la France. Il y a 1789, il y a eu la Révolution. Combien de temps est-ce que ça a mis jusqu'à ce que la France ait un régime à peu près stable? Je crois que c'était la Troisième République, après la chute du Second Empire de Napoléon III, après la guerre contre la Prusse. C'est à partir de là que le système était à peu près stable et à peu près démocratique. Mais avant, il y a eu le Premier Empire, il y a eu la Restauration avec le retour des rois, il y a eu encore une fois une révolution en 1830, une autre avec les monarchies constitutionnelles, l'autre révolution de 1848, Napoléon qui fait son coup d'État en 1850. Enfin, vous voyez, donc en France, ça a duré 100 ans, d'accord, en gros. Et donc, ce n'est pas étonnant non plus que pour d'autres pays, ça ne se résoudra pas du premier coup. Et même nous, en France, est-ce qu'on est complètement à l'abri du retour d'une dictature? Bon, je pense que c'est relativement peu probable avec le temps quand même, quoi, mais... On n'est pas en démocratie non plus. Hein. Pardon? Je dis, on ne vit pas non plus en démocratie. On oui, vit voilà, en la démocratie a encore beaucoup de progrès à faire, c'est vrai. On vit en oligarchie. Hein. C'est quand même une... Je n'ai jamais vu de président en France qui était issu du monde ouvrier, par exemple, ou même à la Chambre des députés, sans aller jusqu'au président. La Chambre des députés, il n'y a pas d'ouvriers. Hein. Voilà, il faut être clair. Hein. Oui, il y en a peu. Hein. Non, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Mais par exemple, au Brésil, quand on voit les candidats qui sont en place, un des deux, il est ouvrier. Hein. Oui. Et il était déjà président d'ailleurs. C'est des pays plus démocratiques que la France, oui, il faut le dire. Par exemple, on a voulu introduire en France le référendum d'initiative citoyenne. Ça n'a pas été possible. La loi n'a même pas été présentée à la Chambre. Alors que c'est un moyen d'avoir un genre de contre-pouvoir pour pouvoir promulguer des lois proposées par les citoyens. Mais ça ne sera pas le cas. Il y a trop à perdre. Les systèmes... Oui, c'est sûr que le système, encore une fois, n'est pas parfait. Hein. Même dans nos pays, même en France. Après, bon, vous avez des pays
comme les pays scandinaves, où je dirais c'est même encore beaucoup des systèmes qui sont encore beaucoup plus évolués que le nôtre, hein, notamment au niveau de l'éthique. Hein, quand quelqu'un est pris quelque part la main dans le sac, quitte même à se faire rembourser sur note de frais un petit déjeuner quelque part, ça peut être motif de la démission d'un ministre ou d'un président. Hein. En France, on est encore loin d'en être là. Mais malgré ça, vous voyez, la société ne représente que, en Suède aussi, là, il y a eu un revirement récent. Hein. On va voir qu'est-ce que ça va donner. La société dépend des personnes qui la composent. Et donc, pour améliorer la société, il faut travailler sur l'éducation des personnes. Et l'éducation, notamment, spirituelle, comme on dit là, prédominance de la nature animale ou matérielle sur la nature spirituelle. On parle ici de la guerre, mais après, c'est vrai que des guerres, il y a aussi des mini-guerres, hein, parfois des matchs de foot qui ressemblent plus à une guerre qu'à un jeu, hein, quand on voit les supporters de chaque camp. Ou même en France, hein, effectivement, quand on voit des fois des échanges entre des politiciens d'un parti ou de l'autre, on peut pratiquement assimiler ça aussi, voilà, mentalement, c'est une guerre, hein, et ils s'en mettent, c'est à peine s'ils ne s'insultent pas les uns les autres, quoi, hein. Donc, ces choses-là ne s'amélioreront qu'avec le temps, qu'avec l'évolution donc des membres qui constituent la société. Alors, il y a Michel qui a levé la main aussi. Oui, juste un petit mot, mais c'est vrai que dans les démocraties, c'est la majorité qui gouverne, c'est pas les minorités. Alors, bien sûr que les minorités sont tout à fait acceptables, bien évidemment, mais il reste que c'est la majorité qui gouverne. Et quand une minorité devient majoritaire, eh bien, c'est elle qui gouverne aussi. C'est le propre de la démocratie. Et dans ces cas-là, eh bien, une minorité, c'est vrai, elle doit se plier à la majorité. C'est le propre, une fois de plus, de la démocratie et du vivre ensemble. Parfois, c'est pas toujours facile, ça peut être contraire à nos idées, à ce qu'on pense. Et bien dans ces cas-là, il faut peut-être travailler pour que la minorité devienne majoritaire. Puis Voilà, respecter pour, aussi les opinions pour de répondre la à minorité. Vincent. Hein. Mais on peut pas, Ah oui, oui, on bien peut pas. sûr, l'un Il y a n'empêche pas des gens qui l'autre, ont c'est ce que je essayé, dis. il y a des universitaires qui ont essayé de se présenter aux élections. Ils ont été disqualifiés, on s'est moqué d'eux, on a plaisanté sur eux, ils n'ont pas été présents dans les médias. Et c'est eux qui étaient à l'origine du référendum d'initiative citoyenne et qui voulaient faire passer cette loi et qui ont été, voilà, il n'y a pas de possible, tout est verrouillé en France, il faut le savoir. Il n'y a Non, mais pas de démocratie, c'est une oligarchie. Voilà. verrouillé aujourd'hui, mais avec l'éducation, les gens qui se rendent compte, qui prennent conscience, ça changera forcément avec le temps. Alors, moi, Mais j'allais quand on juste. compare qu'aujourd'hui par rapport à ce qui Ouais, était il y a un siècle, les choses ont quand même évolué dans le bon sens. Hein. bien sûr. Même si au niveau du matérialisme, du consumérisme et tout ça, on est plutôt allé dans le mauvais sens. Et c'est ça Ouais. le gros problème qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a une belle émission sur France Culture. Alors, ça, c'est de la biologie, hein, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on. Ça, si c'est justement à voir avec ce dont on parle, l'émission s'appelle La science CQFD sur France Culture. Elle avait lieu Mhm. mardi 20 septembre et c'est sur l'apoptose, c'est-à-dire que dans nos cellules, dans notre corps, les cellules se détruisent. Il y en a qui naissent, hein, c'est les cellules souches. Oui, c'est un Et processus continu. Ouais. voilà, il y a une part de destruction et pour que le corps se maintienne en homéostasie cellulaire, il faut qu'il y ait un équilibre entre la destruction et la création. Voilà. Et c'est une très belle émission qui est très intéressante qu'on peut avoir en podcast sur le site de France Culture. Voilà. D'accord. Ouais. Je pense que c'est toutes les atomes et les molécules qui constituent notre corps se renouvellent. Alors, ça dépend si c'est des os ou des tissus ou autres, mais en moyenne, je crois, c'est 2 ou 3 ans. Hein.
tous les matériaux, les atomes, les molécules qui constituent notre cerveau, les cellules, se renouvellent constamment. Et pourtant, on reste nous-mêmes. C'est une des preuves de l'existence de l'esprit. Les cellules se renouvellent, on change les briques, mais le plan du cerveau, il est dans l'esprit, dans le père-esprit. C'est juste une cellule donc, qui s'en va, qui meurt et qui est remplacée par une autre cellule. Alors, il y a l'effet du vieillissement et tout, le fluide vital qui s'épuise, c'est des choses que nous, en tant que spirit, on connaît. Mais effectivement, donc, même à l'intérieur de notre corps, cette loi de destruction, elle est là. Cette loi du renouvellement, elle est là. Et si elle n'y était pas, je pense que notre durée de vie serait beaucoup plus courte. Alors après, dans cette émission, on va très très loin, c'est-à-dire qu'on va même évoquer les maladies comme le cancer, des choses comme ça. Et dans cette émission, on parle pas du côté spirit. Moi, ça m'aurait intéressé de voir, est-ce qu'il y a alors, on parle par exemple de la formation des doigts. C'est-à-dire que c'est un système apoptotique qui fait une destruction entre les doigts. Ça fait des genres de mains palmées au départ. Et puis, est-ce que ça correspond à un patron qui est périspritale? On ne sait pas. Voilà, on n'est pas encore allé assez loin. Alors, c'est la science, mais nous, la science, les gens, les chercheurs, ouais. Nous, les spirites, on sait, c'est l'esprit et le père-esprit qui moulent le corps. Le principe organisateur de Claude Bernard et d'autres vient de l'esprit. Et donc, c'est bien que la science se penche sur ce genre de questions, parce que petit à petit, ils vont y arriver à ce principe organisateur. Michel, tu as aussi la main levée? Oui, il y a aussi dans Science et Vie, oui, Science et Vie, je crois, Science et Avenir, pardon, il y a eu un petit fascicule qui est sorti sur la mort, ce que la science en dit. Oui. Eh bien, en fait, dans ce fascicule, qui est très intéressant, on s'aperçoit que ce que dit la science, ça tient en 2 pages, et tout le reste du fascicule, c'est philosophique, pratiquement. Ah oui. Oui, pratiquement. En fait, ils sont toujours à se poser la question, à savoir si la mort, c'est l'arrêt du fonctionnement du cerveau, l'arrêt du fonctionnement du cœur. Les croque-morts, autrefois, ils mordaient le gros orteil pour savoir si on était toujours en vie, ou ils injectaient de la fluorescéine pour savoir si dans l'œil on la voyait. Mais c'est vrai que toutes les religions savent ce que c'est que la mort depuis très longtemps, et elles le disent à corps et à cri, c'est lorsque l'esprit ou l'âme quitte le corps. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que la science n'en est pas encore là. Voilà, c'est la science matérialiste. La science matérialiste, oui. Et alors ce qu'il y a d'intéressant quand même, ce qu'il disait, et je pense que c'est peut-être moi ce que j'en ai retenu le plus intéressant dans ce petit fascicule, c'est que pour tout ce qui était approche de la mort, en tout cas pour les matérialistes, donc bien sûr, qui a été atteint par exemple d'un cancer, de maladies fatales, évolutives à plus ou moins court terme, eh bien, ils présentaient un petit documentaire sur les expériences de mort imminente. Et voilà, c'est en fait ce qui les intéresse le plus, on dirait à l'heure actuelle, c'est de présenter ça en disant, voilà, il peut exister peut-être autre chose après. Alors, ça s'arrête là. Il n'y a pas évidemment, bien sûr, il n'y a pas de principe philosophique qui en découle. C'est juste un fait, c'est que il existe des expériences de mort imminente. Et donc, c'est un documentaire qui a l'air de circuler dans certains services hospitaliers. Ce qui est bien, quand même, c'est intéressant de voir que même si la science n'évolue pas forcément à propos de la mort, eh bien, l'esprit médical peut évoluer dans certains services pour essayer de tranquilliser un peu et de rassurer, d'apaiser. Voilà. C'est effectivement la mort ou les EMI font partie de ces phénomènes qui font partie de ce faisceau de preuves qui vont dans le sens du dualisme, c'est-à-dire que opposé au physicalisme qui dit que tout est matière et il n'y a rien en dehors de la matière. Non, le dualisme, c'est de dire en nous, il y a de la matière, mais il y a aussi quelque chose qui est indépendant de la matière. Donc, c'est le premier pas vers
cette existence de l'âme. Effectivement, la mort fait partie donc d'un moment de transition où dont l'étude amènera forcément, petit à petit, vers ce dualisme. Alors, il reste deux parties à voir, là, deux questions à voir par rapport aux fléaux destructeurs. Donc, à quoi servent les tremblements de terre, le Covid et tout ça? Les esprits répondent à la question 737 que les fléaux destructeurs qui frappent l'humanité, c'est pour la faire avancer plus vite. N'avons-nous pas dit que la destruction est nécessaire à la régénération morale des esprits qui puisent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection? Donc, la réincarnation, désincarnation, réincarnation, c'est nécessaire à l'évolution de l'esprit. Mais ces bouleversements sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleur et en quelques années, ce qui eût exigé bien des siècles. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a un fléau destructeur, donc guerre ou épidémie ou autre, souvent la science fait des progrès de façon beaucoup plus rapide, où les consciences, la prévention des conflits, etc., avancent beaucoup plus vite que quand tout va bien. Quand tout va bien, on s'accommode, on n'évolue pas, alors que quand il y a un fléau destructeur, là, ça nous force et donc à faire en quelques années ce qui eût exigé bien des siècles. Donc en faire en une génération ce qui eût exigé plusieurs générations. Donc, les fléaux destructeurs, on voit souvent que après une crise, il y a une prise de conscience qui se fait plus vite. On voit le Covid, beaucoup de personnes sont venues, se sont intéressées au spiritualisme, ont changé de vie, se sont mis plus dans des vies plus à la campagne que dans les villes, etc., suite au Covid. Même, alors, si ça représente que 1 ou 2 ou 3% des personnes et que 97%, dès que c'était fini, ils ont recommencé comme avant, ça fait déjà 3%. Et donc, hop, la prochaine épreuve similaire, il y en aura peut-être de nouveau 3-4%, et encore une fois 3-4%. Et comme ça, petit à petit, on arrivera à la majorité et à terme à la totalité. D'accord? Donc, les fléaux destructeurs servent, entre guillemets, à accélérer l'évolution. Derrière un mal, il y a toujours un bien qui en ressort, comme on dit souvent. Et derrière une guerre, il y a souvent donc des mesures qui sont prises pour éviter les guerres, des prises de conscience, qui font que qui n'aurait pas, ce qui ne serait pas venu aussi rapidement s'il n'y avait pas eu la guerre. Et enfin, la question 743, quand Kardec demande quand est-ce que les guerres disparaîtront de la planète, les esprits répondent que les guerres disparaîtront de la planète quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu, alors tous les peuples seront frères. Et là, on est donc dans la fraternité, liberté, égalité, fraternité. Vous vous rappelez, je disais, il faut le prendre dans l'autre sens. Il faut commencer par la fraternité qui va amener à la liberté, et fraternité et liberté qui, elles, fraternité et égalité qui vont ensemble apporter la liberté. La liberté ne se conquiert qu'avec l'évolution de l'esprit. Et donc, c'est par la fraternité qu'il faut commencer. Et la fraternité passe beaucoup, pas que, par le changement de paradigme, sortir du matérialisme et de l'égoïsme qui en découle, vers le spiritualisme, où donc chacun se considérera fils du même créateur qui est Dieu. Donc voilà. Si les Ukrainiens et les Russes se considéraient vraiment comme des frères, il n'y aurait pas de guerre. Voilà. Donc, c'est sur cette loi de destruction. Alors, on n'a pas eu le temps d'aller dans le support, donc vous l'avez, donc je vous laisse le relire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir ou voire même les poser maintenant. Donc, cette loi de destruction qui semble assez paradoxale, c'est là où on voit qu'il y a un côté utile à cette destruction. C'est déjà que présenter la destruction comme une transformation plutôt qu'une destruction, et voir donc le côté utile pour l'évolution de l'esprit de cette destruction de la partie matérielle du corps, de l'être humain. Est-ce que vous avez encore des questions ou des remarques sur ce sujet, des doutes?
Est-ce que ça a l'air clair? Donc maintenant, c'est là où c'est à nous de réfléchir, hein, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, hein, quelle pierre on peut apporter, nous, à l'édifice pour, pour arriver à cette fraternité, quoi, pour arriver à ce monde de régénération. Fabrice? Oui, ben justement, tu viens juste de dire le mot. En fait, tous ces, comment dirais-je, ces systèmes de destruction, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient inventés par l'homme, finalement, ils sont nécessaires justement pour pouvoir évoluer vers ce monde de régénération. Oui. C'est un peu le passage obligé. Et le monde de régénération, ça revient forcément à sortir un peu du matérialisme et rentrer un peu plus dans le spiritualisme. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Sortir de ce consumérisme, de tout ce matériel, du pouvoir de l'argent, tout ce qu'on a cité, hein, qui est à l'origine des guerres, qui existe encore même dans des systèmes qu'on dit démocratiques. Hein, sortir de tout ça et passer à des systèmes où la fraternité, le désintéressement seront le mobile même des dirigeants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai regardé, il y a un nouveau documentaire qui est sorti d'une réalisatrice qui s'appelle Valérie Seguin. Donc, elle n'en est pas à son premier documentaire. Elle a dit « Et si la mort n'existait pas ?» Voilà, elle a fait plusieurs documentaires comme ça sur le côté spiritualiste. Et le dernier qui a été, dont il y a eu la première là cette semaine, c'est l'intelligence spirituelle au travail. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais tiens, bon, j'ai jamais eu trop de problèmes à mon boulot, mais de là à dire, à faire valoriser l'intelligence spirituelle, on en était quand même loin. Hein. Eh ben non, elle a donc interrogé une vingtaine de dirigeants d'entreprise, des cadres, des dirigeants, enfin des chefs d'équipe et tout, qui parlent d'intelligence spirituelle. Hein. Vous avez le quotient intellectuel, c'est l'intelligence. Vous avez l'intelligence émotionnelle, donc c'est savoir contrôler ses émotions. Hein. Et puis maintenant, ils parlent en plus de ces deux-là de l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la bienveillance, l'entraide, hein, l'amour. Ils utilisent ce mot, l'amour. Hein, voyez. Et c'est quand on parle de spirituel dans le monde de l'entreprise, c'était quelque chose de tabou. Alors que maintenant, non, ça vient. Et le gars qui dit, bah oui, nous, on est une entreprise, on est coté en bourse, on a des fonds de placement qui sont là, qui nous mettent la pression pour avoir des résultats et tout. Mais qui respectent parce qu'ils se rendent compte qu'avec ces valeurs spirituelles, en fait, les résultats, ils viennent. Hein. Donc, c'est un système qui apparemment marche. Alors, une des questions que moi j'avais posées pendant le débat, ils y ont répondu indirectement en disant, oui, mais bon, après, vous avez toujours le dictateur, le vilain petit canard, le chef qui impose ses vues, etc. Comment vous arrivez à faire un truc d'intelligence spirituelle avec des choses comme ça? Ils ont dit clairement, tout est dans le recrutement. Hein. Il faut essayer de détecter cette bienveillance dans le caractère de la personne au moment du recrutement, hein, pour recruter non seulement des personnes qui sont intelligentes, mais surtout et avant même, hein, des personnes qui ont cette intelligence spirituelle. Hein. Et il y en a un autre même qui a dit quand vous êtes chef d'une entreprise, que vous voyez qu'il y en a vraiment qui ne collaborent pas, qui tirent toujours la couverture à eux, etc., il faut pas, pas hésiter, entre guillemets, à s'en débarrasser, hein, à les licencier. Donc, et le troisième qui a aussi apporté un élément de réponse qui est intéressant, il disait, ça ne va pas se faire comme ça dans toute l'entreprise d'un moment à l'autre, mais si ça peut commencer au niveau d'une équipe qui ensuite donne l'exemple, petit à petit, ça va se propager. Donc, le changement ne sera pas brutal, quoi. Ce sera un changement qui se fera de façon progressive. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas si, bon, pour l'instant, c'est sur ABC Talk, hein, le site, et donc où on peut revisionner. Alors, ça coûte un peu, hein, ça coûte 11 € ou quelque chose comme ça,
pour visionner le documentaire et le débat. Et donc, en attendant qu'il soit disponible ailleurs, quoi. Personnellement, j'ai vécu quelque chose comme ça. Ah Bah, oui? j'étais ouvrier, hein. J'étais ouvrier 15 ans chez General Motors et j'ai considéré que, voilà, que le patron développait ce qu'il avait envie de développer. J'ai jamais été contre, hein, la productivité, tout ce qui allait avec. Pourtant, j'étais à la chaîne, hein. Sauf que le jour où on m'a demandé de faire des choses qui nuisaient à ma santé, j'ai dit non. J'ai dit non, parce que certains postes étaient surchargés et j'ai considéré que je n'étais pas là pour perdre ma santé, j'étais là pour gagner ma vie. Seulement, j'ai refusé un volume de production une fois, deux fois, puis après j'ai été convoqué chez le directeur de production qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez à me dire ?» Alors, il a inversé les rôles. Je lui ai dit « Si vous aviez fait votre travail, ben, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. » Donc ça a été assez tonique comme entretien. Ouais, Mais je lui ai expliqué que l'endroit où je travaillais, alors, par rapport au volume de production, nécessitait une répartition de la charge de travail. Alors, ils m'ont mis ailleurs, hein, ils m'ont menacé de licenciement, évidemment, hein, comme tu proposais là. Je leur ai dit, mais faites votre travail. Je leur ai dit, c'est pas mon travail de licencier des gens. Je ne vais pas m'auto-licencier parce que je ne correspond pas au profil que vous attendez. Mais ils ont quand même abîmé la santé de 2 personnes après moi. ouais, Deux bah, femmes, deux femmes qui travaillaient sous antidépresseurs, qui se sont abîmées les poignets. Et puis, ils ont fini par se rendre compte que le poste n'était vraiment pas adapté au volume de production qu'on avait. Donc, ça, c'est une fois qu'ils ont baissé la production, ils ont divisé le poste. C'était un peu trop tard. Ils ont quand même abîmé la santé de 2 personnes entre-temps. ça, c'est un bon exemple de la loi du travail avec le travail, les limites, quoi, le travail abusif, hein. Mais il faut savoir aussi dire non à un moment donné. Et Mm. les gens ne savent pas dire non parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour dire calmement. Moi, je l'ai dit posément, sans haine. Je Mhm. l'ai dit avec... et au contraire, j'aurais dit, mais je comptais travailler comme vous le proposiez, c'est-à-dire le lean manufacturing, c'est-à-dire éviter les opérations inutiles, faire de la productivité. Je comptais travailler comme vous le proposiez et pas l'inverse. Et donc, ils ont été pris à sur leur propre terre, c'est-à-dire le développement de la productivité. Et bon, ils n'ont pas vraiment aimé, hein, ce genre de discours. Et pourtant, le lean, un des principes du lean, c'est que le retour vienne de la base, hein. Ben, au départ, c'est les gens à la base qui doivent le mettre en place. Exactement, ouais. Mais bon, moi j'étais prêt à le faire, mais il faut aussi que tout le monde le fasse. Il n'y a pas que un endoctrinement politique, il faut le dire, hein, néolibéral, qui fait on dit des choses, mais on fait l'inverse. C'est ce qui se passe souvent dans les entreprises. Mais bon, là, cette intelligence spirituelle, c'est encore l'étape d'après, si j'ose dire, quoi. C'était tabou de parler du mot spirituel dans ce milieu-là, alors que maintenant, ça ne l'est pas. Ça devient même, ça s'est même transformé en une valeur. La deuxième chose, bon, ils disent clairement, enfin, il y en a un ou l'autre qui ont dit clairement, on peut être spirituel sans être religieux. Donc, couper aussi Bien sûr. un des freins au développement de la spiritualité, qui est le fait de l'associer à la religion, qui en général est mal perçue, ben, à cause de l'Inquisition, à cause de toutes ces attitudes erronées et équivoques qu'il y a eu pendant des siècles et des millénaires des religions traditionnelles. Et le fait de montrer aussi des résultats, hein, que dans une équipe, la collaboration, l'entraide, la bienveillance mutuelle entre les différents membres de l'équipe, y compris entre le leader de l'équipe et son équipe lui-même, hein, Ça, c'est des mots, hein. donne des résultats au niveau de C'est la des mots. motivation et tout. Alors, moi, pour conclure à ce que j'ai vécu, c'est que je n'ai pas été licencié quand même, il faut quand même le dire. Oui. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai dit ce que je pensais au directeur de production, qui couvrait quand même 2500 personnes, hein, qui était dans Usine Nouvelle, en première page, en train de pérorer, voilà, mais je n'ai pas été sanctionné par lui. C'est-à-dire que j'ai été même promu, j'ai fait du contrôle de qualité. J'ai fait le contrôle qualité après.
Donc, ça veut dire que la graine, elle est là, quoi. Il faut maintenant l'arroser pour que cette spiritualité, cette bienveillance, cette entraide et cet amour, hein, il y en a qui ont utilisé le mot amour en disant, même le mot amour, aujourd'hui, ils hésitent à l'utiliser parce que ça fait bisounours, ça fait ci, ça fait ça. Et c'est pour ça qu'ils utilisent des mots comme bienveillance, comme entraide, comme coopération, Ça, au c'est des lieu mots. des mots inverses qui, la compétition, la concurrence, par exemple. Ça, c'est des mots. Mais comment on fait, par exemple, concrètement? Moi, j'avais un contrôle de pièces, c'est-à-dire des pignons, de la pignonnerie. Quand il y avait des problèmes de qualité, il fallait que j'aille voir mes collègues en leur disant qu'est-ce qui s'est passé. Et là, à partir de ce moment, ils se sentaient coupables d'avoir fait des mauvaises pièces. Quand ils me voyaient arriver, Ah ben, il fallait aussi avoir un rapport aux autres qui permettait d'être justement dans la bienveillance. ouais, Je de n'étais pas là voir pour les comment remédier au contrôler, pour leur problème, dire quoi. qu'ils avaient mal fait leur travail, mais pour ensemble réfléchir à améliorer le produit. C'est ça. Mhm. Mais il faut leur... C'est pas évident de faire comprendre ça. Moi, j'étais juste ouvrier, hein. Je n'étais même pas chef d'équipe. Ouais, ouais, ben, donc, ce que je vois positivement, c'est que ces valeurs-là grandissent, hein. Elles sont loin, loin, loin d'être présentes partout. Mais aujourd'hui, on en fait des bouquins, on en fait des films, hein, comme ce documentaire qui vient de sortir là. Et je pense que ça va faire boule de neige, hein, puisque hein, c'est comme médecine et spiritualité, hein, petit à petit, on se rend compte ben, que ça fonctionne, hein, que ceux qui ont des croyances spirituelles, ben, ils font moins de crises cardiaques, moins de dépression, moins de suicides, moins de ci, moins de ça. Et Bon, donc, à partir de là, ouais. au moment des résultats, eh ben, ça passera, hein. Le modèle de management, il faut quand même bien le dire, dans beaucoup d'entreprises, il a un modèle militaire. C'est souvent d'ex-militaires qui viennent dans les entreprises gérer des équipes. Il faut le Ouais, savoir, souvent. Pas ouais. tout le temps, on est bien d'accord, mais souvent. Hein, Bon, j'ai eu un collègue qui était militaire, hein, il était sous-marinier, mais bon, lui, par contre, c'était l'inverse. C'était vraiment quelqu'un de bien, quoi, bien hein, sûr. qui avait, je dirais, cette fibre spirituelle dans le sang, quoi. Donc, ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai eu aussi plusieurs chefs qui étaient des égoïstes, hein, qui moi d'abord, les autres après. C'est difficile, hein. Là, c'est là où ben, j'ai fait comme toi. Tu allais les voir en disant, bon, écoute, faire des choses pour l'entreprise, mais à la limite pour te faire mousser, moi, je veux bien. Mais si tu me demandes de causer du tort ou de porter préjudice à quelqu'un d'autre, compte pas sur moi parce que je ne le ferai pas. Et à partir du moment où ces choses-là sont bien établies, ben, on arrive quand même à survivre, même avec un chef égoïste. J'étais quand même malheureux que des collègues reprennent mon poste et s'abîment la santé à mon poste, tu vois, par exemple. Ah oui, oui. Parce qu'en plus, ils ont mis des gens que j'aimais bien. Ils ont mis des gens qui étaient proches, des gens qui étaient généreux, qui m'avaient offert beaucoup de choses. Et puis, ils ont mis ces gens-là à ce poste-là. Puis ils savaient qu'ils ne bougeraient pas parce que, ben, voilà, ils se sentaient un peu coupables de ne pas être assez bien. On met en place aussi des gens qui ont des problèmes pathologiques, hein. On met des chefs d'équipe qui ont été maltraités et qui maltraitent les gens, il faut le savoir, hein. Mhm. Ça existe, hein. Ça fait partie des épreuves du quotidien, quoi, qui nous aident à évoluer, hein, clairement. Si tout va toujours bien dans le meilleur des mondes, on s'accommode et on n'évolue pas vite, hein. Il faut qu'il y ait des épreuves, il faut qu'il y ait de la destruction, il faut qu'il y ait des... C'est comme ça, c'est quand on se prend un coup de pied au derrière ou qu'on trébuche et qu'on se casse la figure, c'est là où on évolue parce qu'on est obligé de se relever, on est obligé de réfléchir. Bah, Hein, c'est pas quand tout va bien, hein. Quand tout honnêtement, va moi, bien. j'étais plutôt malheureux pour eux, tu vois, parce que j'étais malheureux qu'ils aient été maltraités et je ne leur en voulais pas du tout, hein. Voilà, je ne leur en voulais pas du tout, mais ce n'était pas pour autant que j'allais me laisser maltraiter par eux. Mhm. Voilà. Mhm. Ben, c'est chacun qui doit passer par ces différentes phases, hein. Mais c'est sûr que ça nécessite, quand on est un ouvrier, beaucoup d'énergie. Parce que quand on est face à une hiérarchie qui se sent légitime dans la maltraitance des ouvriers, évidemment, c'est pas simple. Mais pas que, hein, tu sais, moi j'étais ingénieur, moi, c'est pareil, hein, quand tu as un chef qui est égocentrique, etc., ben, il faut aussi aller y faire face, hein. Alors, Ça existe à tous les niveaux, ouais, hein, il faut faut aller pas voir plus loin souvent, hein. Souvent, par exemple, les chefs, c'est des gens qui ne se sentent pas légitimes, qui ont pris des responsabilités dans les systèmes d'équipe,
qui ne se sentent pas légitimes et qui ont besoin d'écraser l'autre pour se sentir exister en tant que personne légitime dans le système. Ouais, voilà, Il faut regarder au-delà, il ne faut pas se contenter de la surface. C'est comme ce que je dis quand mon chien il va se promener quelque part pour la première fois, ben, faut qu'il aille marquer son territoire, quoi. Il y a un peu ce genre de réflexe-là. Oui, bon, c'est un peu plus basique pour un chien. Heureusement que tu n'es pas, tes directeurs ne sont pas des chiens quand même. Oui, mais ça vient un peu du même, hein, c'est Je un peu souhaite de la d'avoir même source. Hein. d'autres choses que des chiens comme directeurs, en tout cas. Voilà. Bon, ben donc ça, c'était la loi de destruction, hein, et la semaine prochaine, donc, on verra la loi de conservation. On verra justement ben, cet instinct, cette intelligence. Hein. Quand on parle du chien, ça fait une bonne transition. Hein. Comment est-ce que l'instinct, petit à petit, se transforme en intelligence? Et par exemple, d'où vient l'égoïsme? Ah ben oui. L'égoïsme, ça vient un peu de cet instinct de conservation. Hein. Ben, moi, j'ai été égoïste, je peux te le dire. Parce que j'ai été dans une famille où égoïste et ouais, alors égoïste euh, parce que je me suis retrouvé face à une famille qui m'a rejeté en tant qu'individu, hein, gamin, hein, déjà tout gamin, parce que je n'avais pas de réussite à l'école. Mhm. Donc, pour me protéger, je suis devenu orgueilleux. Je me suis accordé de la valeur en devenant orgueilleux, parce que comme personne ne m'accordait de valeur, la seule personne qui pouvait encore m'accorder de la valeur, c'était moi-même. Mes instincts me disaient que j'étais incapable, mes parents me tapaient dessus, mais vraiment fortement, parce que j'étais pas bon à l'école, et puis ma mère me rejetait aussi. Donc quand tu es face à tout un système qui te rejette, tu as tendance à devenir orgueilleux pour t'accorder de la valeur. Oui, c'est l'estime de soi l'estime de L'estime de soi qui soi qui est sauve. abîmée, Hein. évidemment. Sinon, ça peut être l'écroulement total, quoi. Ah bah ça peut être, ou c'est l'écroulement total, effectivement. Mhm. Mais ça n'empêche pas de se poser des questions, de dire mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Puis de ne pas avoir la réponse. Et puis de Mhm. se taper la tête contre les murs en disant mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi Ouais. j'arrive pas à m'adapter? Pourquoi ça ne marche pas? Ben, c'est ce qu'on essaiera de développer un petit peu Voilà, la c'est semaine intéressant. prochaine. Ouais, ouais. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie tous. On va aussi remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, les autres esprits qui étaient avec nous aussi pour apprendre. On sait qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Remercier aussi pour cette occasion d'apprentissage et que nous puissions comprendre ces lois de la nature, euh, faire des efforts sur nous-mêmes pour vivre en harmonie avec ces lois de la nature, puisque c'est là le chemin vers le bonheur. Voilà. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine.